Merci Olivier, bonjour à tous. Donc, je suis Franck Chenet, je dirige le digital pour le groupe Antalis, numéro 1 européen, 2e mondial sur le papier, l'emballage et la communication visuelle pour les pros. Donc ça vous donne le contexte. J'ai le plaisir d'accueillir Yvan et Xavier. On va rentrer et on va continuer surtout dans l'explication pratique, puisqu'on va avoir une demi-heure, 25 minutes, pour travailler 2 cas d'entreprise, 2 cas Post et Engie. Je vais d'abord vous laisser vous présenter et on va rentrer dans le vif du sujet juste après. Bonjour à toutes et à tous. Yvan Subilo, donc je travaille au sein du groupe Engie, qui est un groupe très large et très profond au sein d'une filiale entièrement B2B. Et aujourd'hui, j'assume des nouvelles fonctions. On a parlé de nouveaux termes il n'y a pas si longtemps. Social Business Manager, enfin c'est des choses qui sont voilà, qui rentrent dans l'air du temps. En étant très concret, en fait, je m'occupe de vraiment accompagner complètement les équipes, à la fois sales et marketing, sur la dimension social selling, puisqu'on a décidé de vraiment d'investir beaucoup sur ce sujet-là. Et puis j'ai un parcours qui m'a mené à la fois dans des fonctions de management des ventes et aussi des fonctions de direction de marché au niveau marketing, qui me donne une vision assez globale de ces enjeux-là. Bonjour à toutes et à tous, Xavier Montmarché. Moi, j'ai également changé de fonction récemment. Je suis en charge des activités banque assurance chez DocaPost. Mais précédemment, j'ai mené la transformation de la direction commerciale de DocaPost, qui était splittée en fait en 4 entités différentes. Et nous avons décidé de fusionner cette direction commerciale en une seule. Et donc, il a fallu passer par une phase donc, de transformation dans les comportements des commerciaux, mais également dans le lien avec le marketing, également dans les outils mis à disposition de la force commerciale pour être plus performant. Voilà, donc j'étais passionné par cette transformation. Et quand on parle de transformation, je tiens aussi à souligner, et de manière très positive, le fait que dans cette instance du Hub Institute, le groupe La Poste en fait intervienne avec donc Nathalie avant moi, et ça me rappelle une petite anecdote que j'ai vécue l'année dernière à Las Vegas, où La Poste avait été distinguée comme étant la start-up qui faisait le plus de buzz sur le CES à Las Vegas. Et là, c'est un petit clin d'œil pour le groupe. Je trouve ça assez intéressant, justement, qu'on soit amené à témoigner de la transformation menée par le groupe, y compris sur des fonctions marketing et commerciales. Alors justement, ce témoignage, on va le monter en 3 temps. Le premier, on va aborder ensemble les raisons qui amènent Engie et DocaPost d'évoluer vers du social selling. Donc là, on va parler du business model, on va parler parcours commercial, digitalisé. En deuxième temps, on va évoquer un peu plus la boîte à outils, comment on le met en place. Et là, on parle de change management, on parle d'onboarding du comité de direction. On parle un peu de douleur aussi quand même, donc on va avoir un discours le plus réaliste possible. Et puis aujourd'hui on parle de data, donc on finira dans un dernier temps à parler ROI, KPI, avec des exemples et un partage assez transparent pour montrer là encore que c'est une démarche qui est progressive. Je crois qu'il n'y a pas de solution miracle. On est vraiment dans des changements d'ADN profonds et je pense que le facteur temps est en tous les cas important. Alors Yvan, si tu veux peut-être commencer à nous éclairer pourquoi à la base la préoccupation de changer l'approche commerciale a été mise sur la table. Alors, plus que changer, je dirais intégrer. Le social selling, je pense que c'est un terme que j'utilise beaucoup parce qu'il ne faut pas non plus tout déconstruire, ce qui existe déjà et qui peut déjà bien fonctionner. En fait, il y a un triple constat. Alors, sur la partie vente, il y a une partie évidemment fidélisation et puis prospection. On sortait dans nos activités d'un événement de marché assez traumatisant, avec une ouverture massive du marché à un pas de temps très rapide. Donc, perte de clients, perte de proximité client. On a des activités qui sont éminemment immatérielles. Aujourd'hui, peut-être c'est moi qui vous fournis la lumière ici, mais je ne suis pas présent auprès des équipes du Institut tous les jours. Donc on a cette difficulté finalement à instaurer une proximité ou la retrouver.
Et puis sur des axes de prospection, dans la mesure où vous avez un pan de marché qui devient aujourd'hui des gens à reconquérir, avec un CRM qui n'est pas du tout prêt pour cela, avec des données qui sont parfois existantes très souvent, il fallait retrouver un moyen aussi de retrouver ces futurs clients. Et puis sur la partie marketing, il y avait aussi un vrai enjeu de réconciliation marketing-sales autour du contenu. On était en train de se réinventer autour d'une plateforme de marque nouvelle, une nouvelle identité visuelle, se reconstruire, et il fallait aussi trouver un angle d'attaque, et le social selling me paraissait pertinent pour aussi réunifier, produire du contenu vraiment qui s'intéresse à nos clients et pas forcément parler que de nous comme on avait l'habitude de le faire, sur notre culture d'ingénieur de l'énergie, très ancrée encore, sur lequel il faut encore travailler. Mais finalement, le social selling est un bon moyen de faire progresser les équipes ensemble. Alors, Xavier, toi de ton côté, c'était plutôt une approche en lien avec le parcours commercial et alors pas le réinventer, mais au moins là encore l'adapter aux nouvelles techniques et aux besoins du marché. Exactement. En fait, la partie social selling est venue quelque part en bout de transformation de cette direction commerciale, avec déjà des étapes intermédiaires, puisque également il a fallu unifier la connaissance client, puisque comme je vous l'ai dit précédemment, il y avait 4 commerciaux qui pouvaient, sous la bannière d'Ocapost, adresser un client, et on a créé des Key Account Managers, mais qui eux étaient spécialisés sur l'une de nos activités, qui passe de l'éditique au back-office en passant par la mise en place de plateformes digitales ou de briques logicielles. Donc voilà, on a un spectre très large d'activités. Et donc ce qu'on a dit, c'est qu'il fallait qu'il y ait un commercial qui soit la porte d'entrée de DocaPost et également le visage de DocaPost chez notre client. Et donc il a fallu commencer par unifier la connaissance. Donc là, on a mis en place un cartable digital qui permettait de partager l'information sur le compte. Également unifier un CRM. Et là, on parlait des liens entre le marketing et le commercial. Pour moi, c'est une question qui est très sensible. Pourquoi est-ce qu'en tant que directeur commercial, j'ai pris la responsabilité de mettre en place un CRM unique ? Eh bien, parce que je le voyais sous un angle SFA, Salesforce Automation, et donc pour unifier ce parcours commercial. Et au fur et à mesure des étapes de la transformation, est venue également la modification du comportement du commercial qui devait passer d'un comportement d'éleveur à un comportement de chasseur. Et pour ça, c'est vrai que le social selling permettait de remonter dans la chaîne de valeur du client, rentrer plus dans l'intimité du client, mieux connaître ses moments de disponibilité, comme disait Nathalie, et également ses intérêts, ses marques d'intérêt. Et l'autre avantage du social selling, c'était dans ce lien marketing-commercial de pouvoir remonter de l'information sur de la veille par rapport à des comportements de concurrents vis-à-vis de personas, au-delà des personas, de personnes physiques qui sont des clients, pour voir comment, dans des cycles de vente qui sont relativement longs et complexes, se renseigner notre client. Alors, dans les deux cas, la vision est posée. On rentre dans une démarche un peu plus opérationnelle. Et donc là, je pense qu'on ne commence pas par la data. On regarde l'humain, on regarde l'onboarding du management à tous les étages. On fait comment ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui où des nouvelles notions se bousculent. Côté marketing, on parle plus récemment d'inbound marketing, on repositionne la data. Côté vente, on élabore effectivement des programmes de social selling, parfois sous un mode pilote, histoire de se convaincre que ça marche quand même, boss, on va y arriver. Donc vous avez dans les deux cas, je crois, une démarche assez progressive pour montrer qu'on a vraiment une démarche qui est cohérente avec les objectifs du business. Est-ce que vous pouvez un peu élaborer sur justement cette mise en place et surtout comment l'humain est valorisé dans cette démarche? Parce que là, pour le coup, on réinvente quand même une partie de la démarche commerciale. Alors déjà, pour avoir observé un certain nombre de programmes chez les homologues, je ne pense pas qu'il y ait une méthode unique. Il faut vraiment s'adapter au contexte de l'entreprise, savoir l'analyser au préalable. Donc poser un vrai constat, des points de peine, là où le social selling peut vraiment apporter des réponses, et ensuite commencer à construire une stratégie et la proposer. Pour mon cas, j'ai une démarche plutôt bottom-up, à savoir que j'avais fait ce constat, je voulais pouvoir le partager, mais aussi le démontrer. Donc le meilleur moyen était de monter un premier module d'acculturation à l'utilisation de LinkedIn auprès des équipes de vente, vérifier quelle équipe était éventuellement partante avec moi. C'est ce qu'on a fait, ça s'est très bien déroulé. Le bouche à oreille a aussi fait son office au sein de l'entité et on a pu rebondir comme ça avec quelques autres équipes assez structurantes,
codir marketing, et puis jusqu'au codir de l'entité qui a donné un go ensuite pour aller de l'avant. Donc en fait, on a vraiment été step by step pour aller essayer d'aller chercher ce sponsorship qui est inévitable, parce que dès lors qu'on touche véritablement à des organisations commerciales, à l'organisation du marketing, si on n'a pas ce sponsorship vraiment fondamental, on arrivera vraiment difficilement à faire bouger les lignes au sein de l'entreprise. Donc voilà comment j'ai appris les choses. Ensuite, effectivement, l'humain est indispensable dans la mesure où on va faire évoluer, on va amener de la culturation assez profonde, en particulier auprès des équipes de vente. En général, on amène des nouveaux outils. Ils sont souvent avec des réponses de nous dire « oui, mais j'en ai déjà beaucoup, tu nous emmènes encore d'autres. Aujourd'hui, tu m'as parlé de 2, 3, 4 outils dans la même journée. » Donc il faut aussi prendre ça en compte, cette dimension, leur capacité à avancer. Il faut savoir l'analyser, identifier évidemment des personnes qui sont plus ou moins avancées sur le sujet, qui sont capables de prendre avec vous ce sujet, je dirais de façon rapide, mais on le verra peut-être un peu plus tard dans l'entretien, mais on est arrivé finalement à un constat, il faut vraiment les accompagner individuellement. Pour moi, c'est un constat qui est un bon gage de réussite, en tout cas de progression rapide. Donc on retient accompagnement, step by step, et surtout réassurance. Xavier. Alors, moi, mon expérience rejoint un petit peu la tienne, Yvan. Avec une particularité, c'est vrai que au sein de la direction commerciale, j'avais insisté pour avoir une direction de l'efficacité commerciale. Et donc la première chose, c'est que j'ai demandé à cette directrice de l'efficacité commerciale chez moi de sélectionner l'outil. Donc déjà, il y a eu cette fonction de bench, de sélection d'outils, et en parallèle, de repérer quelques commerciaux qui avaient une appétence. Et donc là, on leur a pris une licence LinkedIn, pareil, et on a monitoré un petit peu leur comportement, et pour qu'ils soient des ambassadeurs également de la transformation au sein de l'équipe commerciale. Pour situer, il y a à peu près 80 personnes, 80 commerciaux sur le terrain. Et donc l'idée, ça a été vraiment d'avoir ces référents, et au sein de l'efficacité commerciale, d'avoir une personne également référente qui pouvait faire de l'accompagnement en proximité. Et donc, une fois qu'on a sélectionné l'outil de social selling, à partir de là, on s'est fixé des KPI, on y reviendra tout à l'heure, et également, on a vraiment eu un accompagnement global, avec des présentations, avec, voilà, tu parlais d'onboarding tout à l'heure, mais également, tout simplement, le fait de s'asseoir à côté du commercial, et puis de recueillir son avis, et de voir comment on pouvait utiliser, comment on pouvait créer également des success stories à partir de cas concrets, avec des commerciaux. Et du coup, on a valorisé les commerciaux qui pouvaient témoigner de success stories au sein de l'entreprise par l'utilisation de l'outil. Je ne veux pas être trop long, mais pour moi, l'enjeu était également d'avoir des plans de compte dynamiques. Dans vos entreprises, dans la vente grand compte, vous avez certainement tous des plans de compte. J'ai insisté pour que le président, d'ailleurs nouvellement arrivé il y a 2 ans chez DocaPost, soit présent lors de la présentation des plans de compte et qu'il y ait l'ensemble du COMEX qui soit présent lors des plans de compte, puisque pour moi, le commercial, encore une fois, est la voix du client au sein de l'entreprise, et c'est important que l'entreprise, et donc le board de la boîte, soit au service du commercial dans la définition de la stratégie de compte. Sauf que, quand vous faites un plan de compte sous Excel ou sous PowerPoint, de toute façon, votre plan de compte, il est statique. Il est déjà obsolète le lendemain lorsque vous l'avez présenté au board de l'entreprise. Et du coup, l'intérêt avec le social selling, c'était de mettre en place des power maps qui permettaient, donc, dans le plan de compte, de faire la distribution des rôles, en disant, bah, tiens, Olivier, toi, tu es président, il faut que tu parles à Isabelle Cocher, par exemple. Moi, en tant que DIRCO, je vais parler à telle personne, etc. On se répartit les rôles avec un suivi en dynamique, suivant l'actualité du compte et suivant également l'actualité chez DocaPost des offres et de la stratégie commerciale. Et c'est ce qui a permis également d'embarquer dans la démarche le board de DocaPost et l'ensemble des directeurs de business unit pour qu'eux soient sensibilisés. Et je vous l'ai dit un petit peu en filigrane tout à l'heure, toute cette transformation s'est également inscrite dans une transformation interne où DocaPost, on est 6000 personnes, c'est une boîte avant tout industrielle et technique et qui avait un grand besoin de repositionnement sur une vision client-centrique. Donc voilà, la démarche qui a été adoptée. Je me permets justement d'aborder dans ton sens, Xavier, sur la partie
engagement du management, en particulier du management de proximité, parce qu'on parle du sponsorship, du COMEX, évidemment c'est indispensable, mais ensuite, lorsque vous allez embarquer des ressources commerciales, des CAM, des responsables commerciaux, vous devez aussi emmener leurs managers dans le programme, c'est indispensable, et vous devez coacher ces managers pour les amener vers de l'autonomie, comprendre comment ça fonctionne, comment je dois me positionner, comment j'anime mes business reviews avec mes vendeurs, et j'intègre le social selling dans mes business reviews. Si ça, c'est pas fait, et vous dotez vos vendeurs de licences, très vite, votre programme va retomber. Alors, pardon. Et petite anecdote également, quand on a lancé le programme, au bout d'un moment, j'ai posé comme principe qu'il n'y aurait pas un plan de compte qui serait présenté sans qu'il y ait la fameuse Power Map issue des outils de social selling. Et c'est vrai que tous les managers commerciaux n'étaient pas embarqués dans la démarche, ou se sentaient pas sensibilisés. Et du coup, on a repositionné des plans de compte. Donc ça veut dire que le plan de compte d'Engie, il devait avoir lieu tel jour. Il y avait le board qui était mobilisé tel jour, donc pour être au service du commercial d'Engie et embarquer le board auprès d'Engie. Et on a repositionné. Et quand on repositionne, on redécale de 6 mois. Ça veut dire que dans le cycle commercial, c'est vraiment une claque pour le commercial. Alors, on parle toujours du management avec la carotte et le bâton. Par moment aussi, il faut, je pense, poser des principes et que ces principes soient respectés, puisque sinon, on passe à travers. Et d'où également une autre remarque, et moi ce que je ressens et ce que j'ai ressenti au cours de ces années de déploiement, c'est que à tous les niveaux, il ne faut pas baisser la garde. Et il faut trouver, et là je n'ai pas trouvé la martingale, et peut-être qu'il y aura des conseils dans la salle, c'est comment faire en sorte que l'intérêt qu'on porte à ces outils, que ce ne soit pas un effet de mode, qu'il n'y ait pas le soufflet qui retombe. Alors moi, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de le mettre en exigence sur les plans de compte et la présentation des plans de compte, mais il y a peut-être d'autres idées, et je suis preneur de ces idées. Alors, il y en aura peut-être à la fin de la présentation. Continuons dans l'appropriation de la démarche. Si je compare avec Antalis, donc je suis commercial en emballage, j'ai ma licence navigateur, j'ai été formé sur le social selling, j'ai bien compris la recherche et comment je peux développer un portefeuille de prospects et de nouveaux contacts. Après, il faut que je sois alimenté. Il faut que je complète ma démarche commerciale avec du contenu pertinent, que je partage de l'expertise, que j'identifie une réponse aux pain points de mes contacts. Donc, abordons ensemble la dynamique de contenu. Donc là, on est à la frontière de la vente et de l'inbound marketing. Comment vous le gérez? Comment vous l'animez? Certains utilisent en complément un programme ambassadeur. Est-ce que c'est votre démarche? Là, on parle d'atelier. Continuons dans l'explication boîte à outils pratico-pratique. Ouais, très concret. En fait, avec l'expérience, parce qu'on a débuté cette expérimentation fin 2017, on a cheminé. En 2019, on remet vraiment les watts sur le programme avec un programme de coaching ambitieux, et j'ai un peu renversé le paradigme, à savoir que je n'ai pas attiré les vendeurs avec le contenu dans un premier temps, même si c'est important, mais plutôt en leur démontrant par ça le navigateur qu'ils allaient aller chercher des prospects, des contacts et in fine du business. Parce qu'on reste quand même avec des commerciaux qui sont objectivés, qui a un variable qui n'est pas négligeable, et on ne peut pas les attirer uniquement qu'avec du contenu. Donc en fait, on a une démarche parallèle qui est menée avec les équipes marketing, bien évidemment. Et ce que j'ai demandé aux équipes commerciales que j'accompagne de façon très proactive en ce moment, c'est de finalement prendre conscience que cette complémentarité qu'il y a entre mon LinkedIn et mon Sales Navigator, qui est indispensable, et comment je peux faire progresser ma marque professionnelle sur LinkedIn, et commencer à maturer par les interactions que je vais nouer au travers de Sales Navigator, quel type de contenu je vais avoir besoin. Parce qu'on est toujours sur la même histoire entre les deux équipes. Les commerciaux disent « mais le marketing ne produit pas les bons contenus », et au moment où on se pose la question sur autour de la table, ils ne sont pas vraiment dans la capacité de faire une expression de besoin circonstanciée cohérente. Donc en fait, là où je les accompagne, c'est justement de commencer à réfléchir quels sont les contenus qui t'intéressent par rapport à ton territoire, parce qu'on a quand même des logiques territoriales, donc réfléchir à cela, quels sont les centres d'intérêt de tes clients pour alimenter les équipes marketing qui vont évoluer, et la promesse que l'on fait, c'est qu'elles vont évoluer et on va se mettre en capacité de plus produire du contenu et plus adapter à tes besoins. Xavier? Alors, je souriais parce que c'est vrai que chez nous, c'est une vraie problématique sur ce lien entre le marketing et le commercial, en particulier dans des programmes de lead generation. Avec la problématique, il n'y a pas assez de contacts dans le CRM pour pouvoir avoir une campagne de lead generation qui va bien, et inversement, le contenu n'est pas adapté, donc on ne renvoie pas des contacts assez chauds pour qu'ils soient exploités par le commercial. Pardon. Et donc, nous, la solution qu'on a trouvée, c'est de mettre en interface une équipe
d'inside sales ou de personnes qui venaient qualifier en fait le contenu pour le compte des commerciaux. Donc il y a une sorte de filtre, un filtre aujourd'hui humain, qui permet en fait d'aller chercher de l'information pour le compte des commerciaux, reversée d'ailleurs dans Salesforce, dans le SFE, afin que ce soit tout de suite activable d'un point de vue business. Et ces personnes, d'ailleurs, sont en lien avec les commerciaux. Et pareil, il y a une proximité humaine où le commercial peut aller voir ces personnes pour définir exactement, lui, par rapport à la typologie du marché qu'il couvre, son besoin. Très clair. On a 2 minutes 30 chacun pour finir sur 2 points où je pense qu'on peut, là encore, compléter l'information avec tout le monde. Le premier, les KPI, parce que je pense que c'est important de valider cette approche et justement démontrer que cette démarche progressive arrive à des résultats, même si on est sur une courbe qui va aussi évoluer avec la maturité de l'entreprise. Deuxième point, qu'est-ce qui arrive next chez vous, parce qu'on parle de social selling, on parle également plus largement de digital selling, on parle d'account-based marketing. Donc tout ça, c'est aussi une nouvelle perspective où je pense qu'on contribuera justement à désiloter les conflits éventuels entre le marketing et les ventes, ça me rassure, il n'y a pas que chez Antalis, pour justement compléter le dispositif et continuer à cette évolution culturelle des entreprises sur ces sujets-là. Yvan. Alors évidemment, les KPI sont indispensables. Un, pour réassurer le board, c'est important. Et puis, nous, l'objectif, c'est de démontrer que ça marche et qu'on puisse réétendre le programme. Parce qu'aujourd'hui, on a une quarantaine de licences et on souhaite démontrer qu'on peut aller plus loin. Donc, 2 familles de KPI et KPI d'activité. Donc, vraiment, ce que font les commerciaux au travers des outils qui sont à leur disposition. Donc, la console d'administration de Sales Navigator le permet très facilement. Et puis, des KPI de performance où là, on va aller mesurer concrètement le nombre de contacts que j'ai pu prendre, le nombre de rendez-vous que j'ai pris, les leads que j'ai pu influencer, les leads que j'ai pu sourcer, et in fine, alors nous on ne raisonne pas en chiffre d'affaires, dans l'énergie on raisonne en marge brute, mais la marge brute que je vais impacter. Donc là c'est vraiment des indicateurs qui sont très tournés board, de façon à démontrer qu'il se passe réellement des choses, au-delà des success stories qu'on peut faire remonter de façon plus légère. Donc ça, voilà, c'est 2 grandes familles qui sont chez nous mises en place. Et sur la partie prospective, en tout cas comment on continue d'avancer. Effectivement, j'aime bien replacer aussi auprès des équipes de vente et marketing que social selling est peut-être un peu réducteur, parce que c'est l'aspect conversationnel finalement d'une action, et il faut le replacer au travers de la data, par exemple, le sujet aujourd'hui c'est la data. Digital selling, c'est aussi avoir accès à une donnée différente, qui est située pas forcément dans mon CRM aujourd'hui, que c'est Salesforce, puisqu'il est par essence incomplet ou pas toujours mis à jour, mais les données que je récupère en revanche sur LinkedIn ou sur le Navigator sont les données que les clients eux-mêmes tiennent à jour en règle générale, et ça donne accès à nos équipes à une donnée beaucoup plus rafraîchie, et d'ailleurs qui est beaucoup plus compliant avec ce que tu évoquais par rapport à la RGPD, et qui donne confiance aussi aux équipes par rapport aux informations avec lesquelles ils travaillent. Je vous rappelle que beaucoup d'entreprises aujourd'hui, ou par le passé, ont eu des actions de « j'exploite les pages jaunes, j'exploite des fichiers que j'achète », etc., qui sont sincèrement une vraie gageure pour les équipes qui sont en charge de la prospection. Donc on amène aussi du renouveau au travers de ces outils-là, et avec ces cultures, finalement, on ne se contente pas que de faire de la conversation sur LinkedIn, mais on est très efficace et très concret par rapport aux outils. Merci Yvan. Xavier. Alors, au niveau des KPI, c'est clair que c'était important pour nous de les suivre, surtout dans la phase de lancement du projet. Et d'ailleurs, j'ai préparé, mais on pourra peut-être le distribuer aux personnes qui sont intéressées, des tableaux de KPI avec les différentes métriques qu'on avait pu aligner et qu'on avait pu définir un petit peu comme Yvan, avec un double objectif, une information par le haut, mais surtout une appropriation par les commerciaux eux-mêmes, avec la valeur d'exemple qui pouvait être portée par l'ensemble des nouveaux contacts créés, de l'appétence client, des success stories, etc. Avec, en KPI, le point qui pour moi est super important, c'est également que la personne, et je salue d'ailleurs Pierre Patrolin qui est ici présent, qui porte le programme en fait, les jours où il partait du bureau en faisant la grimace, pour moi c'était le meilleur KPI en me disant tiens, c'est pas la bonne orientation. Ou quand il sortait d'une réunion avec des commerciaux en faisant la grimace, je disais tiens, ça c'est un mauvais KPI et un mauvais signe. Donc du coup il va falloir que
je re-rentre dans l'arène pour pouvoir reporter la chose. Et pour rentrer dans l'arène, il faut être soi-même convaincu de l'utilité du programme. Et pour ça, j'ai fait un petit test, en fait. Dans des organisations comme les nôtres, on n'a pas des commerciaux éternels sur chaque compte. Et j'avais assuré moi-même la transition sur un compte avec une démarche de président à président, dans une démarche commerciale, sur un compte assez complexe. Et donc, j'avais fait moi-même un petit peu ma Power Map old school de mon côté. Et j'avais confié à un nouveau commercial le compte en lui disant tu vas t'appuyer sur l'outil. Alors nous, on n'utilise pas Sales Navigator, mais Bypass. Tu vas t'appuyer sur l'outil et tu vas me faire la Power Map. Et ensuite, moi, j'ai ma petite idée de comparer. Et sincèrement, j'étais bluffé. Et du coup, je me suis servi aussi de cet exemple. Comme c'était une démarche commerciale qui a fait grand bruit dans l'entreprise, parce que c'était un beau succès in fine, je m'en suis servi en fait pour irradier au sein de l'entreprise. Alors après, le next step, alors comme je vous ai dit, j'ai changé de fonction, mais je garde une fonction d'animation commerciale transverse, peut-être aussi pour continuer à porter ce type de programme. Alors on m'a présenté plein de choses, des trucs bluffants sur l'analyse comportementale du client, et justement dans le B2B pour savoir à quel moment contacter le client par mail ou par téléphone, lui envoyer du contenu, être sûr de l'appeler à un moment où il est disponible, etc. Moi, en toute franchise, je me pose beaucoup de questions par rapport au contexte légal de l'ensemble de ces outils qui sont bluffants d'un point de vue marketing et commercial. Voilà. Donc le next step pour moi, c'est de filtrer par rapport à l'ensemble de ces outils qui sont proposés et pour voir dans quelle démarche ils s'inscrivent et pour s'assurer qu'ils s'inscrivent dans une démarche qui respecte le RGPD, bien entendu, mais également tout un contexte légal, sachant qu'on est pas mal monitoré par les autorités de régulation et autres. Et donc, pour moi, c'est très important de s'inscrire dans cette légalité. Et sachant que, bannière intermédiaire, le lien, ça avait été de faire le lien entre Bypass et Salesforce et de pouvoir remonter de l'information en direct pour éviter aussi d'avoir à jongler avec de multiples outils. Très bien, merci à vous. 2 témoignages très concrets. Je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle qui nous apportera le mot de la fin. N'hésitez pas. Ou des recommandations. Oui, un coup de main. Ou des conseils, il y avait des questions posées. Nathalie, vas-y. On sait qu'en B2B, on doit toucher à peu près entre 6 et 7 personnes pour obtenir une décision. C'est vrai que le social selling aide cette stratégie un peu d'influence et d'encerclement. Malgré tout, parfois les forces commerciales ne sont pas suffisantes pour pouvoir toucher 6 à 7 décideurs dans une entreprise. Est-ce que vous avez prévu de déployer le programme sur d'autres collaborateurs au-delà des forces commerciales et des forces marketing pour aller aussi, notamment en partenariat avec la RH, vers des stratégies d'employee advocacy qui peuvent permettre de diffuser du contenu qui sert la marque de manière bien plus massive? Alors, chez nous, effectivement, dans les premières phases d'acculturation, en particulier uniquement LinkedIn, effectivement, on a embarqué d'autres types de collaborateurs des autres équipes dans cette logique d'employé advocacy, d'ambassadeur, pour justement complémenter l'action, sachant que nos vendeurs ne vont pas avoir la même façon de rentrer en conversation ou en relation avec des prospects des clients que ce type de profil-là. Donc c'est très complémentaire. Et puis par ailleurs, dans notre contexte commercial, effectivement, on a 2 grandes divisions. Une division grand compte où on retrouve ce type de power mapping avec plusieurs interlocuteurs. Et puis on adresse aussi de la PME. On a du diffus. Où les approches sont un peu différentes. Où là, cette notion finalement d'influence est moins présente. On a plutôt besoin de bien identifier des cibles et rentrer en relation avec elles. Alors, chez DocaPost, notre enjeu, c'est de pouvoir embarquer la relation client. Pourquoi ? Parce que le commercial est très présent dans le cycle de vente amont, mais une fois qu'on a vendu, on passe la main à la relation client, et le commercial garde un lien avec le client, mais avec plus de distance, parce que sinon, il ne pourrait pas retourner chasser d'autres opportunités. Et donc là, aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir diffuser la démarche auprès des équipes de relations clients, qui, elles, malheureusement, ne sont pas aujourd'hui unifiées au sein de DocaPost puisqu'elles sont réparties dans les business units. Et on rejoint toute la problématique de l'organisation globale de sociétés complexes comme les nôtres et de savoir est-ce qu'il faut mettre la relation client de manière indépendante et former des chargés de relations clients ou former des techniciens sur telle ou telle problématique client.
Et on se rend compte que les deux réponses sont bonnes. Et du coup, ce qu'on est en train de créer, c'est une direction des opérations qui est à côté de la relation client qui est au sein de chaque business unit. Et cette direction des opérations intervient sur des problématiques complexes au niveau de certains clients. Et c'est le commercial qui lève la main, qui renvoie par un circuit de décision pour mettre sous monitoring de la direction des opérations un certain nombre de deals. Et ce sont des deals qui, bien souvent, sont amenés à faire du foisonnement et à permettre de rebondir en fait sur le deal initial. Donc moi, vraiment, l'enjeu, c'est, au-delà du lien marketing-commerce, c'est de renforcer ce lien commerce-relation client. D'autres questions? Vas-y, vas-y. Ça a été, de mon point de vue, assez long, puisqu'on a démarré fin 2017, on a eu une phase assez importante d'acculturation, posé les fondements en 2018, semestre 1 2018. Nos activités en fait, commerciales sont très saisonnières, on a une très forte activité en S2. Et en fait, les équipes commerciales n'étaient pas du tout disponibles. De toute façon, il y avait un veto des directeurs commerciaux. Et donc, on n'a quasiment plus accès aux équipes. Donc, en fait, ça nous a décalé dans le temps, en fait, dans la mise en œuvre. Et c'est pour ça qu'on a réinvesti ce premier semestre 2019 pour le coup, aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Dès lors qu'on est en place, en 3-4 mois, j'observe qu'on a des résultats qui sont très probants, mais il faut poser les fondements avant. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, nous on l'a fait de manière larvée, avant le grand saut officiel. Et donc, on avait déjà quelques ambassadeurs, alors qui n'étaient pas inscrits dans le programme qu'on avait mis en place, mais qui étaient inscrits dans la démarche et dans l'état d'esprit. Et donc, on s'est servi en fait de ces ambassadeurs pour très vite, dans les 2 mois, produire des power maps, produire l'intérêt pour qu'eux puissent témoigner en fait de l'intérêt et surtout du fait du bénéfice du programme mis en place au regard du bidouillage qui était fait avant le lancement officiel de l'opération. Donc bon, c'était un peu malin ou biaisé, mais c'était pour pouvoir tout de suite sortir de l'engouement autour de la démarche et éviter justement par rapport au timing et au cycle de vente, ça c'est très vrai, hein, il y a des moments où on ne peut pas toucher les commerciaux sur ce genre de choses, éviter que ça fasse flop si jamais on passait par une phase de 2-3 mois dans lesquels on savait très bien qu'on ne pourrait pas intéresser les commerciaux sur le sujet. On va clôturer par une dernière question qui est remontée à travers Bicast. Qu'est-ce que les experts pensent d'outils comme Bypass? Alors, en l'occurrence, si j'ai bien compris, il est utilisé aujourd'hui. La question des outils est toujours une question clé. Arbitrage, alors très rapidement, sur pour tenir l'arbitrage, en le timing, mais entre déjà décrire ce que c'est Bypass. Moi, aujourd'hui, Bypass, j'en suis content dans l'utilisation, justement, sachant que l'objectif, c'est vraiment la Power Map. Bypass était choisi par les équipes de l'efficacité commerciale, enfin, choisi par moi in fine, mais sur recommandation et sur bench avec les différentes solutions du marché. Après, c'est vrai que, pour être tout à fait transparent, aujourd'hui, moi, je change Bypass sur l'actualisation des données. Et c'est vraiment mon enjeu aujourd'hui. Très bien. Écoutez, pour conclure, alors déjà, si vous n'avez pas envie, si vous n'avez pas déjà fait de mettre en œuvre une stratégie de social selling, grâce à Xavier et à Yvan, je n'y comprends plus rien. Un grand merci à eux deux, à Franck qui a animé cette table ronde. Un grand merci aussi à William, à Nathalie pour leurs interventions. J'espère que vous ressentez la même chose que moi. Cette matinée, elle a été très riche. Je pense qu'elle a été inspirante. Elle permet aussi d'identifier des axes de travail pratico-pratiques. Parce qu'à un moment donné, il faut toujours commencer par quelque chose. Donc vous avez, à travers ces différentes interventions, je pense de quoi dessiner une roadmap d'intégration de la data au cœur du marketing, pour en faire une data power, une data véritablement contributive à l'efficacité, au développement de la performance du marketing. Évidemment, les échanges peuvent continuer au sein de cet espace et au-delà de cet espace. On éditera un résumé de l'ensemble de ce Hub Talk d'ici quelques jours, donc restez à l'écoute
du Hub Institute. On aura aussi l'occasion de continuer à publier des tribunes sur ce sujet et sur d'autres. Et puis, pour conclure, je vous donne rendez-vous sur le 3e Hub Talk de ce cycle B2B Marketing qui aura lieu le 11 juin et qui sera, lui, consacré à un sujet qui est très très proche du sujet dont on a parlé ce matin, qui sera consacré au sujet de la technologie au cœur du marketing. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une bonne fin de matinée et je vous dis à bientôt.